Bonjour à tous. Alors on poursuit notre étude de la mise en œuvre d'interfaces graphiques avec Python et Qt et j'aimerais cette fois-ci me focaliser sur les liens assez forts qui peuvent exister entre d'un côté Qt et de l'autre les différents langages qui ont été développés pour pouvoir mettre en œuvre des sites web, les technologies web, et donc notamment HTML, CSS et dans une certaine mesure le langage JavaScript. Tout ça, on peut le retrouver dans des applications Qt. Alors, pour pouvoir vous montrer tout ça, je vais m'appuyer sur mon site web. Donc, vous le connaissez maintenant, cours.fr. Donc, vous tapez ça dans un navigateur, vous allez dans la section Python. À ce niveau-là, vous retrouvez toutes les infos que j'ai pu produire par rapport à PySide et à Qt. Et donc, on en est où? On en est ici, avec le chapitre sur les liens avec les technologies web. Parfait. Et donc on va y retrouver ici pas mal de bouts de code que je vais donc récupérer. Parfait. Et donc effectivement, quand on fait du web, on a trois technologies importantes. Donc on a le HTML. Le HTML, c'est lui qui permet de définir la structure même du document. Regardez, si je fais bouton droit et que j'affiche le code source de la page, on voit bien que tout mon document ici, il est décrit grâce à des tags qui commencent par ces caractères inférieurs et qui se terminent par un supérieur. Et puis certains de ces tags permettent d'introduire des choses de nature diverses et variées, telles qu'une barre de navigation, un lien hypertexte, et ainsi de suite. Donc le HTML permet normalement de décrire la structure des données au niveau d'une page web. Très bien. Ensuite, on a d'autres technologies. On a le CSS, qui normalement permet de décorer la page HTML. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de mettre les couleurs et un certain nombre de caractéristiques visuelles directement sur les tags. Parce qu'après, en termes de maintenance, c'est compliqué de gérer tout ça. Donc la plupart du temps, on définit le style d'une page web au niveau du langage CSS. Et puis après, pour tout ce qui est interaction, on peut éventuellement être amené à utiliser du code JavaScript. Ça permet, via un petit langage de programmation, de pouvoir coder notamment des gestionnaires d'événements. Bon, ces trois technologies-là peuvent être utilisées au sein de Qt. Regardez, je prends maintenant donc PyCharm, je prends un premier bout de code sur lequel je vais travailler, j'ai repris une fenêtre principale, comme on l'avait vu dans les chapitres précédents, et je me suis contenté d'y mettre simplement un set tooltip qui me permet d'afficher une infobulle quand je resterai inactif quelques instants au niveau de ma fenêtre. Regardez, je mets la souris dessus, j'arrête de bouger, vous voyez, il y a le texte Hello World qui apparaît. Pour obtenir cette infobulle, il m'a suffi ici de faire un self.set tooltip avec le texte qui m'intéresse. Et vous voyez, à ce niveau-là, au niveau de ce texte, en vérité, j'ai le droit de mettre des choses un petit peu plus subtiles que simplement du texte. Je peux y mettre des tags HTML. Regardez ici, je mets inférieur, B, supérieur, et que là, je termine ce tag. Là, on parle de tag ouvrant, et ce tag B va jusqu'ici. Ça, c'est le tag fermant. B, là, ici, c'est pour indiquer que je veux du bold. Comprenez en français, du gras. J'aimerais que Hello World, excusez-moi, soit affiché en gras. Bon, regardez, je relance mon application, je mets la souris, on voit déjà que Hello n'est plus écrit de la même manière que l'autre mot qui lui est en texte normal. Si je reviens ici, je peux mettre un autre tag. Par exemple, je peux mettre un i. Avec le tag /i ici. I, vous l'aurez compris peut-être, c'est pour italique. D'accord, on avait du gras, maintenant je mets de l'italique. D'ailleurs aussi, on peut avoir du souligné, par exemple, comme on retrouve au niveau d'un logiciel tel que Word. C'est souvent, on peut qualifier notre texte avec du gras, de l'italique, du souligné, et ainsi de suite. Si là, je mets un tag U pour underline, et que je mets ici /U, normalement, ce texte-là devrait passer en souligné. On teste. Vous avez vu, vous avez Hello en gras, World en italique et with Qt en souligné. Après, la question c'est est-ce que vous connaissez déjà, oui ou non, le langage HTML? Si vous ne le connaissez pas, il faudra éventuellement un petit peu apprendre à utiliser quelques-uns de ces tags-là. Il en existe un certain nombre, il en existe
on va dire, aller à peu près peut-être 200 déjà aujourd'hui de tags. Bon, via ces 200 tags, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous pouvez imaginer. Par contre, ceux qui connaissent déjà HTML, vous n'hésitez pas, hein, et vous pouvez décorer votre infobulle ici à votre convenance avec toutes les caractéristiques que vous souhaiteriez utiliser. Allez, à titre d'exemple, ici j'ai mis quelques tags. Je suis loin de les avoir tous mis, mais je voulais vous parler par exemple du fait de pouvoir avoir un lien hypertexte. Ça c'est le tag A. Et avec l'attribut href, ici c'est la référence hypertexte, on peut dire que ce lien, il va pointer, si on lui clique dessus, sur l'URL qui sera spécifiée ici. On peut avoir le tag bold, italique, underline, bon en vérité ces 3 tags on vient d'en parler, mais il y en aurait d'autres. On peut avoir le BR. Le BR ça permet d'introduire un break, un retour à la ligne. Regardez, je viens ici, et là, je mets mon tag BR. Alors mon tag BR il ne contient pas de texte. Ici j'ai un tag ouvrant. On a de l'autre côté son tag fermant associé, et on a du texte au milieu. D'accord ? Dans ce cas-là, le slash, il est au niveau du tag fermant. Quand vous avez un tag comme ça, où le slash il est à droite et non pas à gauche du nom du tag, dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un tag auto-fermant. C'est-à-dire qu'il est ouvrant et fermant. Et comme il n'y a pas de texte dedans, il n'y a pas de slash BR qu'on va retrouver par la suite. Et dans ce cas-là, on aime bien l'indiquer ainsi pour dire qu'il est auto-fermant. Dans tous les cas, si je demande un retour à la ligne à ce niveau-là, vous allez voir, le with Qt va passer au niveau de mon infobulle sur la ligne inférieure, sur la ligne suivante. Qu'est-ce qu'on a comme autre tag qu'on peut utiliser ? Alors, par exemple, on peut avoir un OL. OL, c'est pour avoir une liste ordonnée. En anglais, c'est ordered list. Donc, c'est une liste avec des nombres. Pour chacun des items, on va avoir le premier item, le deuxième item, le troisième item, et donc on va les ordonner via des chiffres. Regardez, je reprends mon infobulle. Allez, j'enlève le BR à ce niveau-là. Finalement, je ne vais pas le conserver. Par contre, je vais mettre ici un HR. Allez, je vais mettre un texte multiligne tant que j'y suis. Ça va m'aider. Au niveau de Python, je vais me servir d'un texte multiligne parce que mon contenu HTML, finalement, va être un petit peu plus riche que ce que j'avais commencé à produire jusqu'à présent. Ici, je vais aller, pourquoi pas, retourner à la ligne. Ça pourra être pratique. Et à ce niveau-là, donc on va avoir un HR. HR, c'est horizontal rule. C'est en gros une règle, un trait de séparation. C'est une ligne de séparation horizontale. Comme ça, en dessous, je vais pouvoir mettre un OL, donc un ordered list, qui va aller du tag ouvrant jusqu'au tag fermant. Et là, si vous voulez, je vais avoir pas mal de contenu dans ma liste. Il va falloir du texte pour chacun des items dans la liste, pour chacun des éléments de la liste. Et donc, du coup, je ne vais pas tout mettre à la suite parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir étant donné la taille de ma fenêtre. Et donc, je vais préférer faire des retours à la ligne pour ici, après, mettre les LI. Les LI, c'est les listes items. Allez, j'indente sur 4 caractères. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre le contenu à l'intérieur du OL. Donc, par exemple, ici, first item. Je ferme mon premier list item, mon premier élément de liste. J'ouvre un nouvel élément de liste. Je vais l'appeler second item. Voilà. Et puis, pourquoi pas, je finirai par un dernier élément de liste, last item. Et donc, je mets /li. Bon, du coup, on a un contenu un petit peu plus riche. Au passage, regardez, avant de vous montrer le résultat final, je reviens ici sur PyCharm. Quand je mets la souris sur une méthode, on a, à ce niveau-là, du texte qui apparaît. C'est l'aide sur la chose considérée. On voit qu'il y a une première partie, un trait de séparation, et puis pourquoi pas des choses en dessous pour m'indiquer à quoi ça pourrait servir. Regardez, je vais sur une autre fonction. Vous voyez ici, il y a un contenu un petit peu plus riche. C'est clairement ce genre de choses que j'essaye de mettre en œuvre. D'accord ? Regardez, je lance mon programme. Maintenant, si je prends mon infobulle, effectivement, j'ai mon petit trait de séparation en dessous de Hello World, et puis j'ai ensuite ma liste numérotée, ma liste ordonnée avec mes 3 éléments.
Si je le souhaite, je peux éventuellement avoir une liste non ordonnée. Comprenez une liste à puces. C'est une unordered liste. On perd l'ordre et on a simplement les items qui vont s'afficher, bon, malgré tout dans l'ordre de définition, mais au lieu d'avoir un indice numérique, on aura simplement une petite puce pour marquer le fait qu'on a une liste à puces. Et du coup, plus vous allez connaître de tags HTML, et plus dans vos infobulles, vous pourrez avoir un résultat intéressant avec un contenu plus ou moins riche. Vous pouvez ajouter des images, qui plus est, regardez, je reviens sur mon site par exemple. D'accord, sur mon site ici, j'ai un logo. Je vais l'enregistrer. Je vais faire enregistrer l'image sous, puis je vais la mettre sur mon projet. D'accord, je vais aller donc dans mon dossier personnel, j'ai les PyCharm Project et je suis donc sur ce projet-là, si je ne me trompe pas. Vous voyez ici, je vais créer un court logo.png, c'est très bien. Parfait. Donc mon image a été enregistrée, elle est là. Maintenant ici, ce que je peux faire éventuellement, c'est mettre un tag img, src égale, et puis là, je vais pouvoir aller dire que je cherche à charger logo.png. Voilà, maintenant j'aurai une image au niveau de mon infobulle. Et plus vous connaîtrez de tags, et plus vous arriverez à faire des choses extrêmement sympathiques. Là, je vais peut-être juste mettre un petit retour à la ligne pour que mon image soit en dessous de la liste à puces. Ce sera certainement plus agréable. Et donc, voilà le résultat que j'ai actuellement. Donc j'ai presque envie de dire, c'est nos limites, et plus vous serez aguerri à HTML, et plus vous pourrez produire une infobulle avec un contenu sympathique. Bon, j'arrête sur cette infobulle. Bon, vous vous rappelez, dans le tuto précédent, on avait parlé de comment ajouter des widgets à notre interface graphique. Et donc on avait vu que ce qui était important de faire, c'était de ne pas mettre directement les widgets dans la main window, mais de les mettre dans la zone centrale. Donc je vais prendre un central widget, voilà, je vais l'appeler comme ça, c'est une instance de la classe QWidget. Bien entendu, j'importe les classes nécessaires. Parfait. Le fait d'avoir cliqué ici sur le petit lien que je viens d'afficher m'a permis de rajouter ici cet élément-là sans forcément jouer avec l'ascenseur, c'est quand même sacrément pratique. Donc très bien. Cette centrale widget, je vais l'associer à ma fenêtre, donc ça va être self.setCentral widget. J'y passerai quoi? L'objet que je viens de créer. Et maintenant, dans cette zone centrale, je vais pouvoir commencer à mettre quelques sous-widgets, sous-composants graphiques, pour pouvoir tester des possibilités d'injection de code HTML. Et là, je vais mettre deux composants. Je vais le faire exprès, j'en ai choisi deux. Pourquoi? Parce qu'en gros, tous les widgets Qt ne supportent pas forcément du HTML. Certains, oui. Dans ce cas-là, tant mieux et vous pouvez en profiter. Certains autres, la réponse est non. Et donc du coup, on ne pourra passer que du texte brut, et c'est dommage. Et j'espère qu'à terme, on aura encore plus de possibilités, et peut-être que dans des futures versions, le widget que je vais vous montrer pour lequel ça ne va pas vraiment fonctionner, peut-être qu'un jour ça marchera mieux. Et donc je vais commencer par un bouton. Je vais vous laisser la surprise de lequel va fonctionner avec du HTML et lequel ne supportera pas ce fameux code HTML. Mais donc on va commencer dans tous les cas avec un bouton. Je vais l'appeler BTN, et donc c'est un Q push button. Donc je refais comme tout à l'heure. Là je vais mettre un petit texte sur mon bouton, click me. Voilà, et donc oui, je vais faire comme tout à l'heure en important la classe. Éventuellement ici je vais dire que ce bouton il sera localisé dans la centrale widget, et puis pourquoi pas ici je vais faire un btn.setGéométrie pour mettre mon composant en 10-10 à l'intérieur du QWidget parent, et puis je vais dire qu'il va faire 300 de large et 30 de haut. Allez. Normalement, je devrais avoir un petit bouton qui apparaît dans mon interface graphique. Jusque-là, parfait. Ce que je vais faire juste en dessous, c'est que je vais faire quasiment la même chose, mais avec un QLabel. Donc, on va mettre README. Voilà. Et puis, j'importe
ce Q-label. Mon label, je vais l'appeler LBL, pourquoi pas. Et il va être localisé un petit peu en dessous. Hein. On est en 10, il fait 30, donc on arrive en position 40. Je vais mettre une petite marge, pourquoi pas de 10 pixels, et donc on va recommencer en 50, en tout cas au niveau de la hauteur. Je relance mon application, et donc j'ai bien mon bouton et mon label qui est ici. Très bien. Maintenant, on va essayer de mettre du HTML. Et donc, par exemple, ici, je pourrais imaginer que je veuille mettre en souligné le texte click me. Dans le même ordre d'idée, on pourrait imaginer ici aussi, pourquoi pas, avoir le readme en underline. Je sauvegarde, c'est fait. À partir de là, je ferme la fenêtre précédente, bien entendu, et je relance une nouvelle fenêtre. Bon, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau du label, ça semble marcher. Le readme, il est bien souligné comme dans le cadre de l'infobulle. D'accord, donc tout va bien. Par contre, ici, on s'aperçoit que le tag HTML est simplement affiché au sein de mon bouton. Par contre, il n'y a pas eu d'interprétation et donc le texte click me n'a pas été considéré dans le même ordre d'idée. Si ici je rajoute un autre tag quelconque auquel vous pourriez penser, par exemple un BR, voilà. Si je relance mon interface graphique, effectivement, on voit le tag apparaître dans le bouton, donc clairement, le bouton ne supporte pas du contenu HTML. Par contre, ici, oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux mettre éventuellement un autre tag. Je ne sais pas, je veux voir apparaître un lien hypertexte. Je vais ici imaginer que je veuille aller sur une URL particulière. Voilà, pourquoi pas. Et à ce niveau-là, je vais faire /A. Si je reviens au niveau de mon interface à ce niveau-là, on constate qu'on a le lien hypertexte ici qui a été injecté au sein de la page. Donc c'est parfait. Un Q-label accepte que j'y puisse y mettre du HTML. Par contre, attention, un Q-push-button n'accepte pas ça, en tout cas pas à ce jour. Et donc c'est pareil pour plein d'autres composants. Certains acceptent du HTML et d'autres non. Je vous laisserai tester tout ça et voir ce que vous pouvez faire de ces possibilités-là. Mais donc, on vient de valider, il y a des liens assez forts donc, entre ces deux outils, donc le Qt d'un côté et le HTML de l'autre. Voilà. Ici, vous avez des exemples qui reprennent grosso modo ce que je viens de vous montrer. Très bien. Bon, ceci ayant été dit, on a un autre langage extrêmement important quand on fait du web, c'est le fameux langage CSS. Donc le CSS, normalement, c'est le Cascading Style Sheet. Donc c'est une feuille de style en cascade. Ça permet de faire quoi? Ça permet normalement de pouvoir dire que dans la page HTML, certains tags, on va leur affecter un style particulier. À la rigueur, j'ai envie de jouer 3 secondes, je laisse tomber Qt quelques instants. Je vais rester dans PyCharm néanmoins pour pouvoir taper juste un petit bout de code rapide. Je vais demander une simple page HTML. On va l'appeler démo CSS. Voilà. Et donc, dans ma page, je vais mettre simplement des titres. En HTML, un titre, ça commence par le tag, par la lettre H pour heading, et ensuite on y met un niveau. Et on voit ici qu'il y a 6 niveaux de titres qui sont supportés. H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Donc H1, c'est un titre de niveau 1. Voilà, et puis après, je vais mettre 2 titres de niveau 2. Ma page HTML s'arrêtera à ce contenu-là. Je ne vais pas rajouter quelque chose d'autre. Ça m'ira très bien pour la démonstration. Voilà. Si jamais je prends un explorateur, que je vais sur mon poste aller voir cette page, regardez bien, si je la lance dans un navigateur, voilà le résultat obtenu. Maintenant, ce que je suis capable de faire, c'est de rajouter à cette page un fichier complémentaire. Je vais le créer ici en demandant un nouveau fichier. Je vais l'appeler demo.css. Ça ira très très bien.
Et là, je suis capable de donner des définitions de style normalement. C'est-à-dire que je peux dire par exemple que les H1, j'aimerais que la couleur d'avant-plan, ce soit du rouge. J'aimerais que la décoration du texte, ce soit underline. Là, on est en train de voir que par rapport à certains tags HTML existants, on a de la dualité. Je peux souligner quelque chose soit directement au niveau de HTML via des tags, mais je peux aussi le souligner directement grâce au style que je vais appliquer à certains de mes tags. Je vais reprendre les H2, autant pour moi, tac. Et donc ici, je vais dire voilà, les H2, ils seront en color blue. En général, on aime bien mettre un petit peu d'indentation pour bien voir où commence le bloc et où il se termine. Et donc ici, j'ai décidé donc que mes liens H2 seraient comme cela. Et puis, vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme caractéristique de style au niveau de votre H2. Par exemple, je pourrais dire qu'il a un background. Allez, je vais mettre blue pour le background et je vais mettre white pour le color. Allez, pourquoi pas. Je vais dire que je veux avoir des bordures, mais qui seront arrondies. Et donc, on va mettre un arrondi particulier. Bon, là, j'ai ma feuille de style. Je m'arrêterai sur ces définitions-là. Regardez, je reprends mon navigateur. Si j'essaye de recharger la page, je constate que pour le moment, rien ne se passe. C'est normal. Il faut maintenant que j'établisse le lien entre la page HTML et la feuille de style qu'il souhaite utiliser. Donc, quand on fait du web, on aime bien ici venir rajouter un tag link. Voilà, et puis mettre c'est une relation de type style sheet. Donc, c'est une relation de feuille de style. Le langage utilisé pour cette feuille de style, c'est du texte CSS. Comprenez, c'est du CSS. Voilà, et puis on a la référence hypertexte, c'est la localisation de la feuille de style, c'est demo.css. Maintenant, si je viens ici et que je recharge ma page, vous avez vu, j'ai réussi à décorer mon titre de niveau 1 et mes titres de niveau 2. Et donc ce langage CSS, ça marche comment ? Grosso modo, vous avez la première partie, c'est ce qu'on appelle le sélecteur. C'est celui qui va permettre de sélectionner les tags sur lesquels je veux appliquer mon style. Mon style, c'est tout ce qu'il y a entre la paire d'accolades ouvrantes et fermantes à ce niveau-là. Et ensuite, on a des caractéristiques de style CSS qui sont définies. Chaque caractéristique de style est constituée du nom de la caractéristique, suivi du caractère de point, un petit peu comme dans un dictionnaire, et ici la valeur que je cherche à appliquer pour cette caractéristique. Normalement, les différentes caractéristiques sont séparées via des points-virgules. Bon, voilà qui clôt cette petite démo orientée web. Et maintenant, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'au niveau de Qt, on a décidé de reprendre au compte de Qt cette technologie-là. Alors, on n'a pas appelé ça CSS, on l'a appelé QSS. C'est du Qt Style Sheet. Mais en gros, c'est les mêmes caractéristiques, c'est la même syntaxe, c'est le même mode de fonctionnement. Donc, il y a énormément de points communs entre CSS ou QSS, ce qui fait que beaucoup de développeurs continueront à parler de CSS à proprement parler. D'accord ? Mais en tout cas, on est capable de pouvoir travailler de manière assez identique. Regardez, je reste sur l'exemple de code que j'avais produit avec mon bouton à ce niveau-là. J'enlève bien entendu les tags HTML, je sais qu'ils ne servent à rien et qu'ils ne sont pas pris en charge. Donc, je les retire. Ça me donnera un résultat un petit peu plus net. Très bien. Mais maintenant, j'ai des éléments de type QPushButton. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux décorer mes QPushButton ? La réponse est oui, c'est possible. Regardez, j'enlève la page HTML, j'en ai plus besoin, c'était juste une simple démo. Voilà, par contre, je vais conserver mon fichier CSS, je vais peut-être le renommer, je vais l'appeler style. C'est toutes mes définitions de style .qss, pourquoi pas. Voilà. Et donc là-dedans, je vais pouvoir définir des caractéristiques. Alors qu'est-ce que je vais décorer ? En gros, au niveau du sélecteur, c'est-à-dire l'élément qui permet de choisir à qui j'applique mon style, au lieu de mettre des noms de tags comme on le faisait en HTML, là nous on va mettre des noms de classes. Si ici je mets QPushButton,
Ben, ça veut dire que je veux appliquer mon style à toutes les instances de cette classe-là. Et à partir de là, ben, vous allez pouvoir définir un certain nombre de caractéristiques. Ben, regardez, allez, je reprends ce que j'avais là. D'accord? Et donc, ouais, je vais peut-être garder le text decoration. Allez, voilà. Et donc, ben, on sera en blanc sur bleu. Voilà, pour ce qui est des couleurs, il y aura un petit arrondi à ce niveau-là. Et je veux, tant qu'on y est, que le texte soit souligné. Si jamais je me contente de relancer l'application de cette manière, bon, bah, a priori, le style ne s'est pas appliqué. Bah, c'est comme pour la page HTML. Dans la page HTML, je venais de vous montrer qu'il fallait ajouter le tag link pour faire le lien. Bah, là, le lien, ça marche un petit peu différemment. Vous allez pouvoir le spécifier sur la ligne de commande. Regardez, je prends un terminal. Bah, moi, ce que je veux, c'est démarrer mon application. Donc, je veux démarrer main window. Et à cette main window, bah, je vais lui donner une style sheet. Et quelle est la feuille de style que je veux appliquer? Ben, c'est styles.qss. Et bien regardez, mon style vient de s'appliquer. Et donc, à partir de maintenant, mes boutons seront en blanc pour le texte sur bleu pour la couleur d'arrière-plan, avec le texte en souligné. Regardez, je reviens ici. Je récupère cette ligne. Je vais coller la chose ici. Je vais appeler mon bouton btn2. Voilà, au lieu de que ce soit click me, ce sera push me. Et je vais dire ici qu'au niveau de la position, ce sera 90, si je compte bien. Bon, ben, toujours pareil, si je reviens ici, que je ferme la fenêtre et que je redémarre mon application, ben, vous constatez que mes deux boutons, cette fois-ci, ont le style que j'ai de défini. J'avais un label. Ben, si je veux configurer ce label, je peux revenir ici, mettre une règle pour QLabel, et puis pourquoi pas, je peux changer la couleur. Allez, je vais dire que c'est du rouge, imaginons. Et puis je vais peut-être dire que le texte, à l'intérieur de la taille, regardez ici, si je reviens sur mon label, je lui ai donné une taille de 300. Donc il a quand même une certaine dimension. D'accord ? Ben, ce que je peux dire, c'est que le texte à l'intérieur de mon label, ben, je voudrais qu'il soit centré. Et donc on a tout un ensemble de caractéristiques plus ou moins subtiles qui nous permettent de configurer le visuel comme on l'entend. Alors là, le text line n'a pas marché. Ça, c'est l'effet démo. Oui, sur certains tags, effectivement, la caractéristique ne marche pas. Bon, c'est pas très grave. Là, pour mon text line, c'est un peu loupé. Mais regardez, dans tous les cas, si je change plutôt en mettant un border 1px solid red, voilà. Si je viens et que je relance ma fenêtre, en tout cas là cette fois-ci, la bordure, je voulais vous montrer quand même que le label avait bien une taille assez conséquente. D'accord ? Bon, ben, je suis en mesure de décorer un certain nombre de caractéristiques. Si vous voulez aligner le texte dans le label, il faut passer par des méthodes directement au niveau du code. Mais grosso modo, voilà, vous pouvez configurer un certain nombre de caractéristiques CSS sur votre interface graphique. Alors vous pourriez me dire, oui, mais là j'ai décoré tous les boutons, et si je voulais en décorer un seul et unique, bah, c'est possible. Regardez, je vais revenir sur ce bouton. Et sur ce bouton, je vais faire un set object name, et je vais l'appeler special button. Ceux qui connaissent un petit peu les technologies web pourront reconnaître l'équivalent de l'ID, de l'identifiant unique au niveau de nos tags HTML. C'est exactement le même principe. Et donc à ce niveau-là, bah, j'ai nommé de manière précise un bouton particulier. Si je relance mon interface, rien ne change. Comme j'ai dit que mon style, excusez-moi, s'appliquait à toutes mes instances de boutons, bah, les deux ont bien été décorés. Mais maintenant, je peux revenir ici et je peux rajouter une règle particulière pour mon élément spécifique. Attention, le texte que vous avez mis ici, il est case sensitive. Donc vous ne trompez pas, il faut le reprendre à l'identique. D'accord ? Je mets mon texte à ce niveau-là et le dièse en premier caractère ici veut dire que je veux m'appliquer non pas à plein d'éléments, mais à celui unique qui a comme nom d'objet
Special Button. Et donc à partir de là, si jamais je redéfinis d'autres caractéristiques, elles vont s'ajouter à ce qu'on avait. Regardez, si ici je fais font weight de point bold, je suis en train de dire que je veux du gras sur mes boutons. Sur ce bouton, autant pour moi. Et donc du coup, si je relance mon application, avec la feuille de style bien entendu, là, maintenant, mon texte, on le voit, c'est un petit peu plus soutenu, le texte est défini en gras. D'accord ? Donc ça vient se compléter à l'ensemble des caractéristiques qui étaient ici. Par contre, si jamais je redéfinis une caractéristique déjà existante, allez, je vais utiliser une syntaxe de définition de couleur qui me permet de contrôler mes composantes RGB. Pour le rouge, je veux être à fond, c'est en hexadécimal, là il y a 255 en valeur hexadécimale. C'est le maximum que je puisse avoir en termes d'intensité. Sur une composante de couleur, on va entre 0 et 255. Je veux rien dans le vert, on est en composante RGB. Le FF c'était pour le rouge, le 00 c'est pour le green, et je peux remettre FF pour le blue. D'accord ? Donc là, on a une couleur exprimée en RGB et en hexadécimal. Alors, au passage, ça me permet de vous montrer comment je peux faire des commentaires au niveau de ce langage QSS, ou CSS, c'est pareil, c'est slash étoile, étoile slash. Bon, ça c'était pour information. Et donc là, j'ai changé ma couleur. Le truc, c'est que j'ai dit tous les boutons doivent être en blanc, et là, je dis ce bouton, il doit être en rose. Et on peut avoir un doute sur quelle va être la couleur qui va être retenue par mon élément. Regardez, je ferme mon interface. Voilà, je relance mon exemple. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de QSS, ce sera toujours la caractéristique la plus spécifique qui va l'emporter. C'est-à-dire que s'il y a une caractéristique qui s'applique à un élément unique, par exemple en ayant sélectionné son nom, dans ce cas-là, cette caractéristique va devenir prioritaire par rapport à celle qui serait définie sur tous les boutons, et c'est elle qui va être retenue. Donc là, il n'y a pas de doute possible, c'est toujours la caractéristique la plus spécifique qui l'emporte. Donc mon texte, il est bien en couleur rose. Voilà. Et puis vous avez plein d'autres caractéristiques avec lesquelles vous pouvez jouer. Regardez, j'éteins tout ça, je reprends ma page au niveau du navigateur et je descends un petit peu plus bas. Là, vous avez des exemples un petit peu similaires et donc vous avez quelques rendus visuels qui peuvent être observés en fonction des caractéristiques de style que j'ai pu définir au niveau du QSS. Alors, notez que là, le style, en vérité, a été embarqué directement sur l'élément. Je peux le faire aussi. D'accord ? Là, on voit, sur cet élément BTN-OK, si je fais un set style sheet, ce que vous avez ici, c'est du QSS. Regardez, c'est les mêmes caractéristiques quasiment que celles que j'ai mises au bémol près des composants de couleur, mais en tout cas, on retrouve exactement les mêmes natures d'informations. En gros, ce que vous mettez sur un set style sheet, c'est ce que vous auriez mis à l'intérieur d'une paire d'accolades ouvrantes et d'accolades fermantes. Donc ici, tout ça, vous pouvez le copier-coller et l'importer directement au niveau d'un élément directement dans le code. L'avantage de séparer le CSS dans un fichier, le QSS dans un fichier qui lui est autonome, c'est que du coup, je peux réutiliser mes définitions de style pour tous les éléments, alors qu'avec cette technique-là, il faut que je le fasse élément par élément. D'accord ? Donc je préfère quand même utiliser un fichier dédié. Voilà, je passe ce point de détail. Là, je vous explique comment faire donc un fichier QSS, c'est ce que je vous ai montré. Voilà. Et ici, vous avez une liste de caractéristiques supportées par CSS. Alors, soyons clairs, nets et précis, je ne suis pas exhaustif. Il y en a beaucoup, je ne peux pas tout expliquer à ce niveau-là, ça m'aurait pris pas mal de place, mais surtout, en gros, sur le site officiel, c'est déjà fait. Donc, ça ne me sert à rien de refaire ce qui existe déjà. Donc, je vous renvoie ici pour la liste exhaustive de toutes les caractéristiques QSS que vous pouvez mettre sur vos différents composants. En gros, là, vous avez les widgets et on vous explique 2-3 petites choses sur les widgets, mais surtout, vous avez les caractéristiques QSS qui sont marquées à ce niveau-là. D'accord ? Donc là, vous les avez toutes.
Voilà, et on vous dit qu'elles sont en gros basées sur du CSS, mais que des fois il y a des petites variations entre les deux langages. On a adapté le CSS à l'environnement Qt. Bon. Et du coup, vous avez ici toutes les caractéristiques supportées. Vous aurez largement noté qu'au niveau de la taille de la page HTML, elle n'a pas tout à fait exactement le même volume que la mienne. Donc là, moi j'ai remis les choses les plus classiques, ce qui me semble être pratique au quotidien. Après, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais disons qu'on a déjà ici un bon paquet de caractéristiques qu'on peut définir. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? Allez, si on y va rapidement. Bon, déjà, vous avez des informations par rapport au background, d'accord, à l'arrière-plan. Alors, il faut noter qu'en vérité, vous avez toujours 2-3 façons différentes en CSS et donc en QSS pour pouvoir exprimer un style. Par exemple, j'aurais pu utiliser tout à l'heure la caractéristique background color. Pourquoi j'aurais pu utiliser cette caractéristique-là? Tout simplement parce que moi, c'est la seule et unique chose que je définis. Donc, en l'état, que je mette background ou background-color, le résultat aurait été le même. Alors pourquoi avoir deux définitions si ça fait la même chose? En vérité, c'est parce qu'il y a quand même une subtilité. Je peux mettre autre chose qu'une couleur d'arrière-plan. Je peux mettre une image. Mais si je mets une image d'arrière-plan, la question c'est si elle est plus petite que l'espace que je décore, est-ce que je dois répéter cette image? Oui ou non? Si elle est plus petite, encore une fois, où est-ce qu'elle est située? Est-ce qu'elle est centrée au milieu? Est-ce qu'elle est plutôt à gauche, à droite, ou ce genre de choses-là? Et donc, comme vous le constatez ici, vous pouvez avoir un ensemble de caractéristiques de style qui ont un lien avec la notion de background. Et vous avez une forme, en gros, un petit peu compacte. C'est ce qui est fait ici. Ici, je dis quoi? Je dis que je veux une image en arrière-plan. Sauf que cette image, il y a de fortes chances qu'elle soit plus petite que l'espace que je cherche à décorer. Donc je dis quoi ici? Je dis que le reste de la superficie de l'élément à décorer, je veux qu'il soit en gris. Cette image, donc, elle est non répétée, sans quoi la couleur ne m'aurait servi à rien. Et puis, cette image, elle est où? Elle est centrée au milieu de l'élément considéré. Cette ligne-là revient, elle est équivalente à écrire ces 4 lignes-là où je spécifie à l'unité le background color, le background image, le background repeat et le background position. Si vous êtes un peu feignant comme moi je suis une grosse feignasse, du coup vous allez préférer ce genre d'écriture. D'accord? Parce que c'est assez compact, ça prend qu'une ligne et puis on a les différentes caractéristiques les unes à côté des autres. Attention, dans certains cas l'ordre n'est pas si gênant que ça et puis il y a d'autres cas où l'ordre est assez strict et où il faudra le respecter. Je vous renvoie vers la doc officielle sur QSS pour ce genre d'informations-là. D'accord? Mais grosso modo que je tape ça ou que je tape ça, c'est la même chose. Regardez, je reviens ici, je récupère ça. Je reprends ma feuille de style et là, je vais dire que je mets quelque chose pour un QMain window. C'est la fenêtre d'arrière-plan. La QMain window, je vais lui mettre cette information-là. L'image que je vais chercher à injecter, je vais prendre l'image que j'ai déjà sur mon poste, à savoir mon logo. Voilà. Je sauvegarde. Je relance mon application. Vous voyez, j'ai changé la couleur d'arrière-plan de la fenêtre et il y a bien mon image qui est centrée en plein milieu de ma fenêtre. Vous allez me dire, oui, mais il y a un problème. Dans la centrale Aurea, on a mis un QWidget. Donc le QWidget, il est par-dessus la fenêtre. Oui, mais grosso modo, il est transparent par défaut, si vous voulez. Et donc, c'est la définition au niveau de la QMain window qui l'a emporté. D'accord. Pourquoi j'ai pas mis ma décoration sur QWidget? Parce que QWidget est une classe de base. Et en vérité, tout dérive de QWidget. Donc je ne voulais pas avoir certaines caractéristiques réutilisées sur d'autres éléments. Donc j'ai préféré jouer de cette manière-là. Mais en tout cas, on voit bien notre style. Et là, si vous voulez, sur ce que vous avez devant les yeux, il y a du Qt, fatalement. C'est grosso modo la structure globale de ma fenêtre. J'y ai mis à certains endroits un petit peu de HTML, notamment sur notre infobulle, pour pouvoir faire des contenus un petit peu plus sexy, un petit peu plus riches. Et puis surtout, après, je suis en train de travailler une certaine charte graphique pour pouvoir avoir le résultat de mes rêves. Alors après, le plus compliqué, c'est pas d'appliquer du style. Appliquer du style, c'est facile. Une fois qu'on a compris chacune des caractéristiques, à quoi elles correspondent,
on arrive vite à jouer et à changer le style de certains éléments. Le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est arriver à trouver un jeu de couleurs et des images qui soient cohérents entre eux pour donner vraiment un rendu visuel qui décroche un waouh et où on a une belle charte graphique. Ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Moi, je suis plutôt développeur, donc j'ai bien compris chacune des caractéristiques à quoi elles correspondent. J'arrive en général à faire à peu près ce que je veux. Par contre, je suis pas forcément le meilleur infographiste qui soit et donc du coup, le choix de mes couleurs n'est pas toujours tip top. Peut-être, je vous parle pas des images que je pourrais être amené à produire, mais ça c'est un métier. En tout cas, si vous avez dans votre équipe un infographiste, ah ben là ça peut être vraiment un combo gagnant parce que du coup le développeur va pouvoir nous faire une petite merveille au niveau du code Qt et puis l'infographiste, s'il est déjà expérimenté au niveau du web, il pourra très facilement, parce que ça va venir très très vite pour lui, il aura déjà les bases et les fondamentaux, il va pouvoir venir vous configurer votre style pour avoir une application qui décroche le fameux waouh. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de mieux. Bon, là en tout cas je joue avec des couleurs complètement décorrélées les unes des autres, donc ça donne le visuel que ça peut produire. Mais bon, en tout cas, là j'ai réussi à changer les caractéristiques de ma QMain window. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Je commande cette ligne-là. Je reprends mon site et je récupère les 4 lignes qui sont ici, qui ont exactement les mêmes caractéristiques. D'accord ? Bon, du coup, vous pouvez en supprimer une à tout moment si vous le souhaitez. Bon, vous auriez pu le faire aussi ici, il n'y avait pas de problème. Mais là, vous avez les 3 lignes, vous pouvez donc les manipuler à votre guise. Et si je relance mon application à ce niveau-là, notez, alors j'ai un petit problème sur l'URL qui n'a pas été prise en charge, mais en tout cas, on a déjà la couleur gris. Voilà, et l'URL, je pense que c'est l'ordre qui a dû poser souci à ce niveau-là. Et le grès a dû l'emporter. Ah non, mais je suis idiot, non, c'est pas ça du tout. Non, l'ordre n'a aucune incidence, c'est ce qui me semblait, mais c'est tout simplement que quand j'ai fait copier-coller comme un âne, j'ai pas récupéré le nom de mon image. Il faut que je me concentre. Mais donc, regardez, ça vous permet de voir que si vous faites des bêtises, ça s'appliquera pas forcément. Oui, quelque part, il y avait l'information qui m'était dit ici. Il me disait bien que l'image, il n'arrivait pas à la localiser. Donc, en regardant les erreurs produites sur la console, vous pouvez réagir vite pour peu que vous ayez mis les yeux dessus, ce qui n'avait pas été mon cas. Mais là, cette fois-ci, je relance tout et ouf, je récupère bien mon image qui est correctement centrée, il n'y a pas de répétition et elle est bien avec un tour gris autour d'elle. Donc impeccable, tout va bien et c'est ce qui me semblait, mais à un moment donné j'ai eu un doute, mais l'ordre ici n'a aucune incidence. D'accord, lui il va cumuler tout ça pour pouvoir mettre à jour le style final de la QMain window. Voilà. Donc voilà, pour certaines caractéristiques, vous pouvez avoir soit une syntaxe compacte, soit une syntaxe détaillée. C'est pareil pour ce qui suit. Ce qui suit, c'est la bordure. C'est tout bête, mais ici, j'ai dit que je voulais une bordure de 5 pixels d'épaisseur. Je veux que cette bordure soit en trait plein, je ne veux pas de traits en hachuré ou ce genre de choses-là, et je veux que ma bordure soit noire. Regardez, je récupère cette ligne-là, voilà, et je viens la coller, pourquoi pas, sur un label. Voilà, j'efface celle de tout à l'heure où j'étais un petit peu plus discret, on va dire. Voilà, là cette fois-ci, on va la voir, notre bordure. Elle fait quand même 5 pixels de tous les côtés, donc voilà, là on la matérialise bien. Maintenant, après, je peux changer ses caractéristiques. Si jamais je viens ici et que je mets encore une fois une composante couleur custom sur mesure en choisissant mes 3 composantes rouge, vert et bleu, du coup, je vais arriver ici à être à fond dans le rouge et à fond dans le bleu, donc un beau fuchsia, pour peu que vous aimiez le fuchsia. Voilà. Si je veux, je peux changer le style. Là, on était en solide. Je peux être en dotted. Alors, autant pour moi. C'était pas ici que je voulais le mettre, c'était ici. Je relance mon interface graphique. Vous voyez, là, on est en pointillé. On peut être en dashed pour être en petits tirés les uns derrière les autres, et ainsi de suite. Il y a tout un ensemble de possibilités qui peuvent être activées pour le type de tracé de la bordure. Du coup, cette définition-là est équivalente à ces 3 définitions-là.
Ici, je définis la taille de la bordure, le style de la bordure et la couleur de ma bordure. Maintenant, c'est plus subtil que ça. Le fait d'avoir utilisé ça, dans ce cas, ça applique le style aux 4 bordures, celles d'en haut, en bas, à droite, à gauche. Mais je peux en vérité définir le style bordure par bordure. Donc si je fais par exemple un border bottom, ça veut dire que seule la bordure basse sera considérée. Et donc du coup, il n'y aura pas forcément de bordure sur les autres côtés, en tout cas si je considère cet exemple-là. Après, je peux cumuler tout ça. La deuxième ligne est plus spécifique que la première, donc normalement je devrais avoir ça pour les 3 autres, et puis pour la bordure basse, je devrais avoir ce style qui devrait normalement prendre la main. Regardez, je relance ma définition à ce niveau-là, et puis vous voyez, on a bien le tiret plein sur les 3 autres côtés, et puis le dotted à ce niveau-là en bas. Voilà, bon là ça commence clairement à être pas joli parce que mes choix de couleurs sont pas harmonieux. Je parlais tout à l'heure de l'effet waouh. Là, je pense qu'on en est loin. Mais c'est pas grave, ça reste de la démonstration. Je vous laisserai le soin de faire quelque chose de magnifique. Bon, dans tous les cas, je peux contrôler ma bordure à gauche, à droite et en haut. Voilà. Et puis après, je peux considérer les caractéristiques à l'unité, c'est-à-dire côté de la bordure et nature de la caractéristique que je vais considérer, ce qui me donne lieu à toutes ces caractéristiques CSS, et donc si vous le souhaitez, vous pouvez toutes les spécifier, les 12. Bon, entre mettre 12 lignes ou une ligne, moi j'ai vite fait mon choix, et donc tant que je m'en sors avec une seule définition, j'ai tendance à plutôt tout compacter, comme je vous l'avais proposé au début de la section sur les bordures, à ce niveau-là. Bon, à vous de voir si vous préférez une syntaxe ou une autre. Voilà, et puis après, j'ai essayé de donner quelques informations sur qu'est-ce qu'on peut faire, et ainsi de suite. Là, je vous donne quelques syntaxes permettant de choisir une couleur. Je peux choisir une couleur en mettant son nom. Je peux choisir une couleur en RGB, mais en exprimant les valeurs en décimales. Je peux exprimer la chose avec ici de la transparence. Je peux exprimer aussi les choses à ce niveau-là en hexadécimal, c'est ce que j'avais utilisé comme code couleur jusqu'à présent. Voilà. Là, je vous montre quelques autres types de bordures que vous pouvez avoir. Si vous en mettez 2 comme ça, il y en a une qui va s'appliquer en haut et en bas et l'autre à droite et à gauche. C'est possible. Vous pouvez même en mettre 4 et dans ce cas-là, vous contrôlez les 4 bordures. Au cas où ça vous arrange. Voilà. Donc je vous laisserai jouer avec toutes ces caractéristiques. On peut avoir des border radius. En gros, si je fais un border radius de 10 pixels, en gros, il va se servir d'un cercle pour faire mon arrondi ici. Et le cercle aura un rayon de 10. On est en pixels. On peut utiliser d'autres unités. Au passage, il n'y a pas que des pixels. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette unité. Voilà. À ce niveau-là, j'ai 2 valeurs. Ça veut dire que je veux un rayon de 50 sur l'arrondi horizontal et je veux un rayon de 10 sur l'arrondi en haut. D'accord. Du coup, c'est plus un arrondi bien équilibré. Là, on a un arrondi un petit peu plus large que haut, on va dire. Bon, ça donnerait ce visuel-là. Ici, j'ai joué, c'est-à-dire que je peux contrôler mes border radius en vérité pour chacun des 4 angles. Je peux faire le top left, le top right, le bottom left et le bottom right. D'accord. Sur cette définition-là, ce que j'ai dit, c'est que je veux un arrière-plan en rouge. J'ai mis mon texte en blanc, donc ça, c'est les caractéristiques qu'on avait vues précédemment. Et puis, il suffit juste de rajouter ces 2 caractéristiques-là, d'accord, pour avoir un angle top left, donc en haut à gauche, et un bottom right, en bas à gauche, à droite. Et donc, du coup, vous voyez, les 2 angles ici sont arrondis. Par contre, les 2 autres sont des angles classiques, assez rigides, et donc on n'a pas d'arrondi particulier. Voilà, et donc en fonction de ce que vous allez faire, vous pouvez obtenir des résultats somme toute assez sympathiques. Bon, vous pouvez gérer la couleur, vous pouvez contrôler la police de caractère que vous souhaitez utiliser pour vos différents éléments. Vous pouvez changer sa taille, est-ce qu'on la met en normal, en bold, et ainsi de suite. Vous pouvez choisir le nom de la police de caractère à utiliser. D'accord. Donc vous avez ici quelques exemples de caractéristiques qu'on peut activer. Voilà, vous pouvez avoir des marges. Alors les marges, c'est extérieur. Si je reviens sur mon bouton, sur mes boutons,
D'accord? Si je relance l'application, en l'état, mon bouton il est collé en 10-10 et il n'y a pas de marge. Il y a bien 10 pixels ici et 10 pixels ici, mais en vérité, mon bouton s'est positionné directement à la pointe de ma souris. Donc, on va dire, il n'y a pas de marge supplémentaire. Mais ce que j'aurais pu faire ici, c'est de dire qu'autour de mon bouton, je mettais une marge de 20 px. C'est tout bête, mais si je fais ça et que je réactualise, si je réaffiche ma page, voilà, et bien regardez, j'ai une marge qui a été constatée. Mais du coup, comme ma taille n'est pas adaptée par rapport à la marge que j'ai considérée, effectivement, il ne me reste plus beaucoup de place pour mon texte. Donc si je voulais avoir un résultat un petit peu plus esthétique, ce que j'aurais pu faire, c'était augmenter la taille de mon composant. La taille de le composant, je l'ai principalement contrôlé à ce niveau-là, hein, avec la position qui est ici. Mais comme il fait 32 haut et que j'ai mis déjà 10 pixels de deux côtés, il ne me reste pas grand-chose pour mon texte. C'est ce qu'on constate à ce niveau-là. D'accord ? Ce que je peux faire, c'est mettre beaucoup plus d'espace. Et donc là, dans ce cas-là, oui, je vais observer un résultat peut-être un petit peu plus raisonnable, on va dire. Et encore. Mais donc, j'ai ma marge ici. Oui, en vérité, je dis une bêtise, j'avais une marge non pas de 10, mais de 20. Je vais la réduire à ce niveau-là, ce sera mieux. Et donc, si je relance ma fenêtre, voilà, vous voyez, là j'ai un texte, mais j'ai bien une marge supplémentaire. On le voit surtout à gauche, parce que mon bouton ne commence plus au même niveau que mon label, contrairement à tout à l'heure. Mais bon, 10 plus la taille plus 10, c'est plus grand que l'espace au global que j'ai octroyé à mon composant. D'accord ? Bon, dans ce cas-là, il suffit de grossir un petit peu et de décaler les autres, hein. Il faudrait surtout décaler cela pour que je puisse correctement voir la chose. Donc si je rajoute 20 en supplémentaire, j'étais à 50, donc on passe à 70, et puis là, je vais y mettre encore quelque chose d'un petit peu plus conséquent, notamment au niveau de la hauteur, parce que lui aussi aura ces caractéristiques-là qui vont s'appliquer. Et donc regardez, si je ferme ma fenêtre et que je la relance, là voilà, on voit qu'il y a une marge autour de mon bouton qui a été considérée. On a une autre notion de marge. Au lieu d'avoir margin ici, j'aurais pu avoir padding. Et je mets aussi un padding de 10 pixels. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est la localisation de la marge qui va être un petit peu différente. Regardez, je relance le code, et vous voyez, cette fois-ci, la marge, elle n'est pas à l'extérieur du bouton, elle est à l'intérieur du bouton. La margin, c'est la marge externe, le padding, c'est la marge interne, à l'intérieur de mon composant graphique. Et donc là, j'ai demandé à avoir un petit peu plus de mou que ce qu'il y en avait tout à l'heure. Regardez, si je reprends cette ligne et que je la supprime, voilà. Ah, excusez-moi, il faut que je le relance comme ça. Tac. Voilà, on va y arriver. Alors oui, mon bouton, le texte est quand même centré en haut, donc comme centré dans le bouton. Donc là, on voit pas trop la différence. Il faudrait jouer sur les alignements de texte. C'est pareil, hein, vous avez vu, le texte aussi est centré, excusez-moi, en termes de largeur. Donc du coup, on a du mal à voir que je veux rajouter un padding supplémentaire. Mais à la rigueur, si je gonfle sur mon padding, voilà, et que je mets 50, bon, mon bouton, il a une certaine taille, donc je vais dépasser. Ça va pas être très net, mais regardez, malgré tout, je devrais ne plus voir mon texte. Mon texte devrait disparaître parce qu'il va être poussé. Ah, alors non, j'ai dû faire encore une bêtise. Padding, mais il y avait ça qui n'allait pas. Padding, faites attention. Cette fois-ci, en plus, encore une fois, hein, il vous le dit, hein, si vous prenez soin de lire les warnings qui sont affichés sur la console, quand vous faites une grosse bêtise à ce niveau-là, il vous le dit. Il faut juste être concentré. Mais donc, si je relance, cette fois-ci, il n'y a plus de caractéristiques. Bon, j'ai du mal à voir mon padding parce que toujours pareil, mon texte, il essaye de le centrer. Je pensais que ça allait le pousser, mais c'est pas super visuel comme démonstration. Je vais y revenir dans quelques instants. Et donc, regardez ici pour les margins et pour les paddings. Après, vous pouvez aussi les contrôler côté par côté.
D'accord. Bon, vous avez des tailles min et max. Si vous voulez que votre QMain window ne puisse pas être retaillé en dessous d'une certaine taille, c'est possible. Je profite d'être là. Je vais revenir sur mes paddings dans quelques minutes, mais je vais mettre ça. D'accord. Bah, si je relance ma fenêtre, bon, bah, je peux agrandir ma fenêtre en largeur et en hauteur, mais malgré tout, pour la largeur, là, j'ai un max, donc je suis contraint à cette taille maximale. Si j'avais mis un min, ça aurait été une taille minimale, d'accord. Et donc ici, bah, je ne peux pas dépasser les 800 pixels. Si jamais je mets plutôt un min, je reviens sur mon interface, je relance. Bon, ben regardez, cette fois-ci, je peux agrandir ma fenêtre, mais je peux plus la réduire en dessous. Vous voyez, ma souris, elle bute quand je reviens à ce niveau-là. Bon, ben là, c'est parce que j'ai mis un min wave. Donc très bien, donc vous avez les min, les max. Vous pouvez jouer sur l'opacité si vous voulez quelque chose en transparence, c'est possible. Voilà, donc on retrouve notre ami le padding, j'en parlais il y a quelques instants. Et puis, pour certains types de composants, pas tous, mais vous pouvez contrôler la position du texte. D'accord. On va essayer ici. Voilà, autant pour moi, sur mon bouton. Voilà. Et je vais momentanément retirer mon padding. Bon, bah, si je relance mon interface graphique, on voit que le bouton, il est bien calé à droite. Maintenant, si je reviens ici et que je remets donc mon padding, mon fameux padding qui marchait pas bien tout à l'heure parce que j'avais le texte centré, si je dis que je veux contrôler que celui de droite, bah rien ne m'empêche ici de remettre un padding de 10 pixels. D'accord. En l'état, mon texte, il se colle à la bordure du bouton. Bah regardez, cette fois-ci, ça devrait beaucoup mieux marcher. D'accord. Et j'ai gagné 10 pixels. Et là, cette fois-ci, comme mon texte n'est plus centré, d'accord, bah cette fois-ci, je la contrôle, ma marge. On parle de marge interne pour le padding et de marge externe pour le margin. Bah vous voyez, là, j'ai contrôlé cette fois-ci mon padding et là, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Si je le souhaite, je peux mettre le texte de mon bouton à gauche et du coup, je vais contrôler le padding left, d'accord, et non plus le padding right. Et au lieu d'avoir le texte calé à droite, maintenant il est à gauche. Si je juge que ici c'est pas mal mais c'est pas suffisant, il me suffit de revenir ici et de contrôler un petit peu plus finement la valeur que je veux obtenir. Et donc vous voyez, mon texte il est plus centré. Il est plutôt à gauche mais avec une marge interne particulière. Et si je le souhaite, pour clore la démonstration, mais je peux revenir ici et je peux remettre une marge externe à gauche. Et donc, bon, j'enlève la fin du commentaire, hein, et regardez, jusqu'à présent, le bouton, il était calé exactement par rapport à la taille de mon label, parce qu'ils ont tous les mêmes tailles, mais si maintenant je rajoute une marge externe à gauche, ça va avoir le petit effet suivant, à savoir mon bouton, il commence plus tout à fait au même niveau que ma zone de texte. Et donc j'ai bien ma marge externe, ma marge interne. D'accord. Et donc vous pouvez tout contrôler de ce point de vue-là et arriver à des résultats les plus sympathiques possibles. Voilà. Et puis il y a le text decoration, j'en avais un peu parlé, mais je peux souligner des choses. Par exemple, je peux surligner ou souligner, ou je peux mettre aussi les barrer, hein, je peux barrer la chose. Donc il y a le underline, le overline et le line through, où on est... non, là c'est les deux, c'est pas barré. Le barré il est à un autre niveau. Mais là vous avez les deux, c'est-à-dire que vous avez le souligné et le surligné sur cette caractéristique-là. Voilà. Bon, de toute façon, pour de plus amples informations sur l'intégralité des caractéristiques supportées, là vous avez tous les détails et je vous invite à aller un petit peu plus loin. Et toujours pareil, plus vous connaîtrez de caractéristiques CSS et plus vous pourrez obtenir un résultat, ma foi, saisissant. Voilà. Bon, au passage, à noter, il y a aussi des icônes qui sont proposées directement au niveau de Qt. Hein. Donc là, vous avez les informations pour pouvoir retrouver les icônes de base proposées par Qt. S'ils ne vous plaisent pas, vous pouvez rajouter vos propres icônes, bien entendu. D'accord. Ça, c'est notamment pour, par exemple, le background image. On pourrait mettre un background image sur une de ces icônes. Voilà.
Il y a plein d'autres choses sur lesquelles vous pouvez jouer, mais notamment, je ne sais pas si là ils en parlent, mais vous pouvez contrôler les curseurs et ainsi de suite, et mettre des icônes aussi au niveau des curseurs. Il faut retrouver les bonnes caractéristiques. Et puis, pour clore cette vidéo, je voulais finir sur un dernier point. On peut aussi avoir du code JavaScript. Mais par contre, ce code JavaScript, donc, qui est un langage important du web, on le retrouve au niveau de Qt. Par contre, à savoir, on ne le retrouve pas vraiment dans l'approche traditionnelle. Le JavaScript a surtout du sens, d'accord, au niveau de l'approche QML, quand vous allez utiliser Qt Quick avec ce fameux langage QML. D'accord, au niveau de votre fichier QML, on peut retrouver des codes JavaScript pour dire ce qui se passe suite à telle ou telle action au niveau de votre interface. D'accord. Et donc, au global, ce que je voulais finir par dire, c'est que ces différentes technologies web, que sont le HTML, le CSS et le JavaScript, ont leur part, et donc sont massivement utilisées pour configurer différents aspects. Voilà. Bon, en gros, le sujet n'est pas complètement clos. Je finirai ça dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce que je veux vous montrer, c'est notamment au niveau du QSS. Il faut savoir qu'il y a directement des feuilles de style prêtes à l'emploi. D'accord. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, pour pouvoir faire un résultat qui soit sympathique, faut-il avoir un petit peu une âme d'infographiste. En tout cas, c'est clairement pas mon cas. Donc, effectivement, dans le tuto suivant, excusez-moi, je vais vous montrer qu'il est possible d'utiliser des feuilles de style QSS qu'on peut trouver sur Internet. Certaines sont directement supportées par l'applicatif Qt, et donc on peut appliquer un style prêt à l'emploi pour arriver à un résultat, somme toute, plus ou moins sympathique. On verra ça dans le prochain tuto. Je fais juste là défiler un petit peu ma page web avec l'ascenseur pour vous montrer qu'une même fenêtre peut effectivement être vue différemment en fonction de la feuille de style qu'on va appliquer. À chaque fois dans cette page-là, j'ai systématiquement réutilisé la même application Qt. La seule chose qui change, c'est la feuille de style que j'ai appliquée, et on a récupéré des feuilles de style prêtes à l'emploi. Bon, on discutera de ça dans le prochain tuto. Bon, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que mes informations ont été à peu près clairement assimilées et comprises. Voilà, si c'est le cas, tant mieux. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me mettre un petit j'aime, à repartager la vidéo et à communiquer à votre entourage le fait qu'on retrouve ici pas mal d'informations. Je vous en remercie par avance, et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci.